Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rajeunissement des centrales nucléaires françaises. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sfen, présenté par Jérôme Godefroy. Nos centrales s'offrent une nouvelle jeunesse. Nous allons détailler aujourd'hui les multiples opérations qui vont permettre à notre parc nucléaire de voir sa durée d'exploitation prolongée pour assurer la fourniture d'électricité au pays. On construit et on va construire de nouvelles centrales, mais on va continuer à s'appuyer sur les installations existantes. Et pour en parler avec nous, Sylvie Richard, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice du programme Grand Carénage à EDF. Oui, c'est exact. Et Catherine Cormand, vous travaillez à Framatome. Vous avez un titre un peu compliqué ? Non, on va dire directrice de la base installée, c'est-à-dire les services de Framatome qui travaillent avec EDF. Oui, bien sûr. Alors, Framatome, c'est le constructeur de ces centrales. Et EDF, c'est l'exploitant. Toutes les centrales en France, d'ailleurs, ont été construites par Framatome. Presque toutes. Pratiquement toutes. Ouais. On l'appelait Framatome, c'est devenu Areva, puis c'est redevenu Framatome. Ouais. En effet, concepteur de ces centrales. Ouais. Alors, depuis 2014, c'est bien ça, Sylvie Richard, a été engagé un programme très ambitieux qui s'appelle Grand Carénage. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Voilà. Grand Carénage, c'est une expression qui est empruntée à la construction navale, quand on fait la révision générale d'un navire et qu'on le met en cale sèche. Est-ce que l'analogie est juste ? Oui, puisqu'on a choisi ce terme-là. Alors peut-être préciser qu'avant 2014, il se passait déjà des choses, mais EDF, en 2014, a décidé de construire un programme et finalement, les multiples affaires et la façon dont nous étions organisés a été structurée au travers d'un programme et donc d'une grosse dizaine de projets. Oui. Parce qu'il y a plusieurs façons d'arrêter les centrales. Il y a des arrêts classiques, ce qu'on appelait dans le jargon d'EDF les arrêts de tranche. C'est-à-dire qu'on arrête pendant quelques mois, c'est ça l'arrêt de tranche, c'est ça ? Il y a trois typologies en fait d'arrêts. Ce que nous appelons les arrêts simples rechargement, où là, l'ordre de grandeur, c'est le mois. Là on met du carburant. Voilà, rechargement égale rechargement du combustible. Donc, et s'il faut rafistoler quelque chose, on le fait ? On fait quelques opérations de contrôle essentiellement, mais pas les grosses maintenances. Et ensuite, il y a deux autres typologies d'arrêts. Les visites dites principales, on pourrait les appeler intermédiaires, peut-être si ça parle plus. Là, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 2 mois, sa durée. Et là, on fait des opérations un peu plus notables, toujours des contrôles. Et puis enfin, les visites dites décennales, donc toutes les 10 ans. Et là, on est vraiment sur des visites plus longues, 3, 4 mois, 5 mois, ça dépend de notre ambition. Mais le grand carénage, c'est encore autre chose. Non, le grand carénage, en fait, c'est l'appellation que nous avons choisie pour conduire toutes les opérations dimensionnantes d'entretien, de maintenance et aussi de modification. Puisque lors des visites décennales, on fait vraiment des évolutions de l'installation notables. Et bien sûr, Madame Cornan, Framatome participe à ces Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On participe d'ailleurs aux 3 types d'arrêts que Sylvie vient de rappeler. Parce que vous êtes le constructeur et donc par conséquent, vous connaissez la machine, quoi. Tout à fait. On connaît bien les installations, donc qui les connaît bien, et on est aussi fabricant de composants. Donc dans ce cadre-là, on peut être amené à participer au remplacement de combustible ou au remplacement de composants. Alors, Sylvie Richard, c'est ce grand carénage. On change tout en principe. On peut tout changer si on veut. Presque tout. Ouais. Sauf quoi ? Alors la cuve. Ouais, la cuve, c'est ce qui est au fond du réacteur, c'est ça ? Voilà, donc c'est une grosse enceinte qui reçoit les assemblages combustibles. On sait remplacer les parties de tuyauterie qui partent de la cuve et qui rejoignent d'autres parties du système. Par contre, la cuve en elle-même,
Nous n'avons pas prévu de la remplacer. Par contre, elle est suivie, contrôlée. Et on sait aussi prédire son évolution, son vieillissement. Et on ne change pas non plus l'enceinte en béton. Voilà, l'enceinte en béton, on ne la change pas. Par contre, on sait intervenir si on veut renforcer son étanchéité. Elle est construite en béton, donc c'est un tout petit peu poreux par défaut. Et donc, on sait faire ce qu'il faut comme procédé. Et là aussi, les visites décennales sont les occasions de tester. Donc, c'est ce qu'on appelle des épreuves. C'est valable pour la cuve, c'est valable pour l'enceinte. On teste, on met à une pression bien supérieure à la pression de service. Et si ça ne marche pas, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si ça ne marche pas, on cherche la cause et ce qui est à l'origine, comme je disais, sur l'enceinte. On sait intervenir. Nous n'avons jamais dépassé les valeurs admises, maximum. Toutefois, dans une logique toujours de prévention, d'anticipation et puis de prévoir la durée de vie, comme je le signifiais, quand on voit des évolutions, eh bien, on se dit qu'on est en capacité d'apposer, donc ça s'appelle une peau composite, c'est de l'enduit si vous voulez, une forme un peu de peinture étanche, si je fais des images, voilà, qui vont permettre de retrouver une étanchéité absolue de l'enceinte. Catherine, qui fait tout ce travail, ces tâches multiples ? Il y a des gens de Framatome, par exemple ? Oui, bien sûr. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Qui d'autres participent à ces opérations ? On a des fournisseurs qui peuvent notamment livrer les produits qu'on va appliquer. Nous, on pratique les contrôles. On va pratiquer aussi des remplacements. On a évoqué le remplacement de portions de circuits. Ça, typiquement, Framatome a des équipes qui sont spécialisées avec également des fournisseurs. Et donc, c'est une équipe, en fait. C'est une équipe qui intervient et qui s'entraîne avant, d'ailleurs, d'intervenir. C'est important de travailler en équipe constituée et qui s'entraîne avant. Sylvie Richard, il y a quand même une particularité du parc nucléaire français, c'est que tous les réacteurs sont identiques, c'est la même technique. Et ça aide beaucoup, ça, pour le travail. Oui, tous les réacteurs sont à eau pressurisée, donc même technologie de départ. Après, nous avons une différenciation qu'on appelle les paliers, où là, vraiment, elles sont identiques entre elles, qui sont les années où on les a construites, et puis avec quelques différences sur certains matériels et aussi la configuration des circuits. Voilà, donc nous avons 3 paliers en fonctionnement. Le palier dit 900 MW, 1300 MW et le N4, 1450 MW. Ça nous permet de bien aussi mutualiser, de reproduire les opérations d'une centrale à l'autre. Catherine, à partir du moment où on a construit des centrales, on n'imaginait pas l'évolution. Il y a eu aussi des problèmes qui sont arrivés, par exemple Fukushima. Est-ce qu'on a rajouté des éléments supplémentaires en fonction des expériences qu'on a eues ? Ah oui, tout à fait. D'abord, on a modernisé les centrales. Il y a des composants qui deviennent obsolètes, il faut les remplacer. Avec les expériences comme Fukushima, on est venu aussi, je dirais, renforcer la sûreté d'un certain nombre d'installations, doublonner des systèmes. Par exemple, les diesels de secours. Qu'est-ce que c'est les diesels de secours ? C'est un diesel additionnel qui va permettre une redondance. Voilà. Donc les principes de redondance ont été accrus depuis Fukushima. Diesel de secours parce qu'il faut assurer le refroidissement en cas de panne électrique, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Il faut assurer certaines fonctions de manière permanente. L'alimentation électrique en est une, l'approvisionnement en eau en est une autre. Sylvie Richard, il y a aussi les dispositifs anti-tsunami sur les centrales qui sont au bord de la mer. Oui, au bord de la mer ou même proche des rivières. Alors, ce n'est pas un tsunami proche d'une rivière, mais en tout cas, on s'intéresse à ce que nous appelons les inondations d'origine externe. Et donc, Fukushima était l'occasion de prendre en compte encore et de réévaluer le niveau de protection. Donc, si je reste sur les bords de rivières, des réévaluations ou des réélévations. Donc, on remonte le niveau des digues. Et puis, c'est valable également en bord de mer. Voilà, pour toujours. En fait, c'est une singularité française. Tous les 10 ans, on se remet à un standard de sûreté encore plus exigeant que 10 ans auparavant. Des normes évoluent, la recherche avance. On a le retour d'expérience internationale. Et donc voilà, c'est ce qui explique et justifie aussi les coûts du grand carénage. Ce sont des opérations majeures. Alors, on vérifie aussi la solidité des installations. On l'évoquait. Il y a des techniques d'ultrasons. C'est ce qu'on m'a dit Catherine Coron. Oui, en effet. On pratique des contrôles. Alors, les premiers contrôles sont surfaciques.
toujours. On regarde quelle tête ça a, quoi. Voilà, on prend des images. Alors on met en général d'ailleurs des moyens de télévisuel sur des robots. Parce qu'on approche de zones contaminées. Oui, parce qu'on ne peut pas aller partout quand même. Alors, on peut aller presque partout. Presque partout ? Ah oui. Oui, parce qu'on miniaturise aussi à la fois. Les hommes ne peuvent pas y aller. Les hommes ne peuvent pas y aller. Ouais. C'est la raison pour laquelle on utilise des robots, des sondes qu'on développe, qu'on miniaturise. Donc, on peut aller pratiquement partout. Et par-delà les contrôles surfaciques, ensuite, on a du contrôle volumique. C'est-à-dire qu'on va regarder dans la matière s'il y a des défauts. Alors souvent, on va regarder dans la matière là où il y a des raccordements entre les pièces, là où il y a des soudures. Donc on va aller regarder par ces fameux contrôles si on n'a pas des défauts dans les soudures. Voilà. Alors justement, vous avez prononcé le mot qui fâche et qui pose pas mal de problèmes actuellement, c'est les soudures. On a constaté sur beaucoup de centrales des problèmes de soudure. Sylvie Richard. Oui, en effet, c'est ce que nous avons appelé sous le jargon de corrosion sous contrainte. Donc en fait, dans le métal, et donc à proximité et au niveau des soudures, mais c'est bien au niveau du métal qu'on va retrouver des fissures, et donc qui sont le résultat de corrosion. Voilà, sous contrainte, puisque le milieu, plus le fait que la soudure crée une contrainte, il y a des conditions qui peuvent développer de la corrosion. Donc Eric Corban, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un problème de ce genre-là ? Tout d'abord, comme on l'a dit, on peut pratiquement tout remplacer sur une centrale. Ouais. On peut couper, réparer. Ensuite, il y a des défauts qui sont de tout petits défauts. Donc les contrôles, ils servent à aller justement regarder la taille des défauts, leur positionnement. Parce qu'on parle de défauts qui sont quelquefois en dessous du millimètre. Oui, complètement. Donc on a aussi des ingénieurs qui calculent finalement l'innocuité de ces défauts. Donc, savoir si on remplace ou pas, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre une rustine, si j'ose dire, ou c'est difficile ? Alors, les principes de réparation, qui sont évidemment validés avec l'autorité de sûreté nucléaire, les principes qui sont actés aujourd'hui, c'est plutôt le remplacement de certaines lignes ou de certaines portions de lignes de circuits. Alors vous, Catherine Corban, à Framatome, vous avez l'expérience de l'étranger, puisque vous intervenez dans de nombreux pays. Est-ce que ça se passe de la même façon ailleurs ? Oui, ça se passe finalement globalement de la même façon ailleurs. C'est-à-dire qu'on pratique des maintenances, on pratique également des contrôles, on réévalue le niveau de sûreté des centrales. Alors si je devais, je dirais, pointer une différence, prenons les États-Unis par exemple. Alors, les États-Unis, contrairement à la France, les exploitants ont une licence d'exploitation. Oui. La première licence, c'est de 40 ans. Alors, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, pendant 40 ans, il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a pas d'opérateur unique, comme ici. Non, il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas d'exploitant unique. Il y a pas mal d'exploitants en fonction des États. Et au-delà de ces 40 ans, les exploitants doivent demander un renouvellement de leur licence par tranche de 20 ans. Aujourd'hui, le parc aux États-Unis, en fait, il est bien plus vieux que celui de la France. Et il fonctionne. Et donc, il fonctionne très bien. Et on est déjà à des renouvellements de licence au-delà de 60 ans. Ouais. Et il y a même quelques centrales qui ont demandé, quelques exploitants qui ont demandé un renouvellement au-delà de 80 ans. 80 ans. 80 ans. Tout ça, quand même, doit coûter pas mal d'argent, Sylvie Richard. Pourquoi est-ce que, finalement, on n'abandonne pas ces centrales qu'il faut réparer, etc., et on n'en construit pas de nouvelles ? C'est un patrimoine, une centrale nucléaire. Je peux donner quelques repères. Le programme Grand Carénage, lorsqu'il a été construit, sur la période de temps 2014-2025, c'est un petit peu moins de 50 milliards d'euros qui était le montant prévu. Je vais remettre à jour sur 2022-2028, puisque nous avons passé ces éléments en conseil d'administration, et donc nous l'avons chiffré à 33 milliards d'euros. Donc c'est un peu plus de 4 milliards par an, consacrés à l'entretien courant pour une petite moitié, et l'autre moitié, on est vraiment sur les opérations que nous qualifions d'exceptionnelles, qui vont être des évolutions de l'installation ou des remplacements de très gros composants, les générateurs de vapeur, les transformateurs. Il y a aussi la partie secondaire, distribution d'électricité. Voilà. Et tout ceci est rentable au sens investissement initial d'une centrale nucléaire et ensuite exploitation sur une durée longue. Catherine Corban, est-ce qu'on remarque que certaines centrales vieillissent plus mal que d'autres ? Pour moi, une centrale, c'est une opération, ce sont des opérations de maintenance qui sont programmées.
Donc, tous les contrôles que l'on va faire permettent d'anticiper finalement des remplacements de composants. Ou alors, s'il y a un constat d'un dysfonctionnement, eh bien, on intervient sur demande. Donc, c'est ce qu'on appelle, allez, je vais donner son petit nom, les fortuits, pour pouvoir intervenir et réparer. Mais vous ne dites jamais, cette centrale-là, décidément, on n'a pas de chance, elle a été moins bien construite, ou ça se passe plus mal qu'ailleurs, non ? Ça n'arrive pas ? C'est assez homogène ? L'homogénéité, elle est faite aussi par les qualités d'intervention qu'on pratique. Sur la durée ? Sur la durée. Ouais. Sur la durée. Donc, sur la régularité, à la fois la prévention d'un certain nombre d'événements, notamment on connaît le vieillissement d'un certain nombre de matériels, donc on sait quand on va les remplacer, indépendamment d'événements qui peuvent survenir et pour lesquels on intervient immédiatement. La compétence, c'est clé. Donc les équipes, elles sont formées, entraînées, formées en équipe, entraînées en équipe, et une phase de maintenance bien réalisée, en fait, elle se prépare bien avant l'opération. Et Sylvie Richard évoquait, par exemple, le remplacement de gros composants, comme les générateurs de vapeur. On prépare une opération de cette nature-là 10-12 mois avant l'opération. Donc, quand on arrive sur l'installation pour la faire, on est prêt. Le chiffre à retenir, Sylvie Richard, c'est l'objectif qui a été fixé officiellement, c'est 60 ans. C'est ce que j'ai compris, moi. Aujourd'hui, ce qui a été validé et obtenu, c'est aller jusqu'à 50 ans. 50 puisque ans, les centrales les plus âgées, c'est le palier 900 MW, et donc font en ce moment ce qui s'appelle les visites décennales numéro 4, au moment de leurs 40 ans. Et moyennant le fait qu'elles apportent la démonstration que l'enceinte a bien les critères attendus, la cuve également, et puis que les modifications attendues au titre du réexamen périodique de sûreté sont satisfaisantes. Donc l'ASN procède à l'autorisation, c'est réacteur par réacteur, parce qu'on dit centrale, parfois ça peut être une centrale, c'est plusieurs réacteurs. Il y a plusieurs réacteurs. Ça se fait bien réacteur par réacteur. Il y en a 4 ou 6 comme à Gravelines, par exemple. Et donc, certaines sont sur point. Il y a une enquête publique aussi dans la loi depuis peu. Voilà, donc Tricastin, Bugey sont celles qui ont déjà procédé à leur réexamen et qui sont sur le point d'obtenir l'autorisation. Ce n'est pas encore fait. Pour la poursuite, pour 10 ans supplémentaires. 50, donc ça les amène à 50 ans. Et comme on prépare très à l'avance ces opérations-là, à nouveau, la centrale de Tricastin arrivera à ses 50 ans pour le réacteur numéro 1 en 2029. Donc nous sommes à train, avec les ingénieries, de construire le programme de réévaluation du niveau de sûreté pour les 50 ans, pour amener à 60 ans. Voilà. Et donc c'est un long processus complet avec l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, voilà, qui nous permet de converger vers les évolutions et obtenir une autorisation dite générique, c'est-à-dire que sur l'ensemble, il y a un quitus qui est donné, et après, réacteur par réacteur. C'est toujours ainsi. C'est toujours individualisé. Oui. Catherine Cormand, finalement, en vous écoutant toutes les deux, j'ai l'impression que les centrales d'aujourd'hui, les vieilles centrales, si je puis dire, elles sont plus sûres et plus modernes qu'au moment de leur construction. Plus moderne, c'est évident, puisqu'on a traité des obsolescences, on a modernisé des systèmes, on a pris en compte le retour d'expérience des événements en France, mais des événements aussi à l'international. Et avec les réexamens de sûreté, les exigences ont augmenté, et donc avec les technologies, les modernisations, eh bien, effectivement, on a amélioré la sûreté des centrales. Et par exemple, on a ajouté de l'informatique qui n'existait peut-être pas il y a 40 ans. On a effectivement rajouté des systèmes plus modernes, des composants n'existent plus, donc on est sur des technologies modernes actuellement, et on a effectivement renforcé l'électronique et des systèmes plus informatisés qu'à l'origine des centrales. Oui. Sylvie Richard, vous n'aimez pas quand on dit vieille centrale ? En fait, on voit bien, il y a l'âge, puisqu'il y a un moment de premier démarrage, mais ensuite, il y a vraiment cette singularité où, tout au fil des années, on remplace une grande majorité des composants, et puis surtout, on rajoute des systèmes plus performants, plus récents, plus modernes, comme vous le signifiez. Donc finalement, l'âge, il est assez relatif. Très bien, donc ça, c'était notre podcast Grand Carénage. On y voit beaucoup plus clair sur la manière dont on rajeunit
notre parc nucléaire qui peut durer encore, donc on l'a compris, 10 ans, 20 ans, et peut-être comme aux États-Unis, 80 ans. On verra bien. Merci beaucoup, mesdames. Sylvie Richard, directrice du programme Grand Carénage EDF, et Catherine Cornan, constructeur de ces centrales, pas elle toute seule, pour Framatome. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfen chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.